Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bonjour à tous, me revoilà après plusieurs mois d'absence. La raison de cette absence, c'est que j'ai quitté mon emploi dans la banque il y a très peu de temps pour devenir indépendant financièrement. Ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, que je fais avec ma femme, qui me demande pas mal de temps et d'énergie, d'où une pause dans le podcast, mais je vous reparlerai de ce projet plus tard quand il sera un peu plus concrétisé. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des ETF, autrement appelés trackers, et les comparer aux fonds classiques. Et dans l'épisode suivant, on verra si les ETF peuvent être responsables du prochain crack. Quand on parle d'ETF, de quoi parle-t-on exactement ? Comme je sais qu'il y a des spécialistes des ETF qui m'écoutent et qui se reconnaîtront, je précise dès maintenant que je vais parler des ETF standards. Je ne vais pas parler des leverage, smart beta, etc., tout ce qui est un petit peu complexe. Donc ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds, donc fonds cotés sur un marché. On parle aussi souvent de fonds indiciels, par opposition aux fonds de gestion active classiques qui sont proposés par votre banque. Donc moi, ce que j'appelle un fonds de placement classique, c'est tout ce qui rentre dans la catégorie des OPCVM, donc ce qu'on appelle SICAV, FCP ou dans le monde anglo-saxon Mutual Funds. Ces fonds ont un ou plusieurs gérants de portefeuille qui décident d'investir dans certaines actions ou obligations en fonction des analyses qu'ils ont faites et de leurs prévisions sur le futur des cours. Par exemple, ils vont penser que le secteur automobile est à éviter en ce moment et vont plutôt acheter des actions du secteur pharmaceutique. Même chose en termes de pays, ils peuvent privilégier certains pays par rapport à d'autres. Bien sûr, en contrepartie de ce travail d'analyse et de recherche, ils font payer des frais de gestion et en général assez élevés. Depuis plusieurs années, ces fonds sont en concurrence avec les ETF, qui gagnent du terrain et séduisent de plus en plus de monde. Dans un ETF, on n'a pas de gérant et le fonds réplique de manière automatique un indice de référence, sans faire de choix d'investissement. Si vous investissez dans un ETF qui suit l'indice anglais, par exemple, le FTSE 100, le fonds va copier exactement la composition de cet indice et va donc investir dans les 100 plus grosses capitalisations anglaises et avec le même poids. Donc si British Petroleum, par exemple, représente 3% de l'indice, l'ETF aura lui aussi 3% d'investis dans British Petroleum. Comme il n'y a aucun travail de recherche et que les investissements sont faits de manière automatique, les frais seront beaucoup plus faibles. Alors d'où vient ce succès des ETF ? Parce que instinctivement, on peut imaginer que des gérants, avec toute la recherche qu'ils ont fait, des gens qui sont éduqués financièrement, qui font ce métier-là depuis 20-30 ans, ils sont capables de battre la moyenne du marché, qui vont battre la performance des ETF, des fonds automatiques qui ne font que suivre des indices. Et ça, même malgré leurs frais plus élevés. On peut imaginer que ces frais ne sont que la compensation d'un certain talent. Et c'est d'ailleurs ça qu'on appelle l'alpha. Vous vous souvenez, le fameux alpha dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents, le talent du gérant qui lui permet de battre le marché. En économie financière, on appelle la performance du marché le bêta et tout ce que le gérant, le trader arrive à générer au-delà de la performance du marché, c'est ce fameux alpha. Donc j'ai listé une dizaine de points qui permettent de différencier les ETF des gestions classiques et pourquoi c'est si difficile pour un gérant de les battre. Tout d'abord, l'alpha étant globalement un jeu à somme nulle, il y a uniquement une minorité de gérants qui va être capable de battre le marché et donc les ETF. Ensuite, cet alpha n'est pas persistant dans le temps. Donc un gérant peut faire mieux que ses collègues et que le marché une année, par exemple, ou 2, peut-être 3, mais ça va être très difficile pour lui de continuer à surperformer le marché année après année. Et c'est pour cette raison que les meilleurs gérants sont difficiles à détecter ex ante. C'est très facile en fin d'année, comme le font les magazines, beaucoup de magazines financiers, de publier qui ont été les meilleurs fonds, les meilleures performances de l'année précédente. Mais ce type d'information ne signifie rien pour détecter qui sera le meilleur gérant de l'année suivante. Et donc, ces classements ne doivent pas servir à choisir un futur investissement. Autre point intéressant, le biais du survivant, qui donne un avantage artificiel aux fonds de placement classiques par rapport aux ETF. Car dans les études empiriques,
Les mauvais gestionnaires qui ont disparu depuis ne sont jamais pris en compte et on prend uniquement les fonds qui ont survécu, donc a priori ceux qui font partie des meilleurs de la catégorie ou en tout cas qui ne font pas partie des plus mauvais. Il est très difficile de séparer le talent de la chance chez un gérant qui a battu le marché. Si par exemple vous prenez 100 gérants qui investissent totalement par hasard pendant une année, statistiquement il y en a, et d'ailleurs un bon nombre, qui vont battre le marché. Sans aucun talent particulier, uniquement grâce à la chance. C'est purement statistique. D'ailleurs, ces mêmes gérants chanceux auront peu de chance de refaire une très bonne année l'année suivante, vu que c'est purement le hasard qui les a fait apparaître dans le top du classement des performances. Ensuite, les portefeuilles de gestionnaires qui ont un fonds de gestion active classique sont en général plus concentrés. Donc ils auront moins de positions et vont donc générer une volatilité supérieure, un risque supérieur. Si un gérant fait bien son travail, il aura des convictions. Donc, par exemple, comme je vous l'ai dit, il va privilégier les entreprises pharmaceutiques. Il va donc faire des choix, croire en ses idées et investir dans un faible nombre d'actions. Il aura donc un portefeuille plus risqué qu'un ETF. Après, tout ça, c'est très théorique, car finalement, il y a assez peu de gérants qui sont assez courageux pour faire ce type de gestion. La plupart vont avoir un portefeuille qui sera au final assez proche des indices boursiers et du marché en général. Un autre facteur qui peut nuire à la performance du gérant, c'est la taille du fonds. Et là, cette taille, elle peut obliger un gérant à tellement se diversifier que finalement, il lui sera quasiment impossible de battre le marché. Mais il continuera malgré tout à prendre des frais importants bien supérieurs à ceux d'un ETF. Par exemple, un gérant qui démarre avec un petit fonds de 100 millions peut au début dénicher des pépites, avoir de vraies convictions et un portefeuille concentré sur quelques valeurs. Et effectivement, dans ce cas-là, surperformer les indices. Mais si après quelques années, il passe à 2 milliards sous gestion, il devra changer son style et se rapprocher des performances d'un indice, notamment pour des problèmes de liquidité. Il sera obligé de se focaliser, de mettre une grosse partie de son portefeuille sur les plus grosses capitalisations. Un autre point qui est probablement le plus important de tous, c'est le fait que les gérants sont rémunérés en pourcentage des actifs qu'ils ont sous gestion, plus que sur la performance. On a déjà vu ça dans la différence entre les hedge funds et puis les fonds de placement classiques. Donc un gérant, son but, c'est bien sûr d'être dans la partie supérieure du classement des gérants, mais surtout ce qu'il veut éviter, c'est de faire partie des 10 ou 20% inférieurs. Parce que si vous êtes investi dans un fonds qui est dans la moyenne des fonds, vous n'allez pas en sortir. Vous n'allez pas en sortir juste parce qu'il n'était pas le premier cette année. Tant que vous avez à peu près une performance qui est similaire à celle des autres, vous n'allez pas sortir. Ce qui va vous faire sortir de ce fonds et donc avoir un impact sur le bonus que le gérant va toucher, ça va être s'il fait partie vraiment des plus mauvais. Et donc un gérant qui est identifié comme bon, ou en tout cas dans la moyenne, aura tendance avec le temps à capitaliser sur sa rente en se rapprochant du benchmark, donc de son indice de référence. Mais à nouveau, bien qu'il investisse comme un ETF en grande partie, donc dans le marché en général, donc il va surtout générer du bêta, aucun alpha, il aura malgré tout toujours des frais très élevés. Ce qui font que sa performance, du fait des frais, va finir par être en dessous de celle d'un ETF. Un dernier point qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas forcément dans la durée, c'est la partie de liquidité qu'ont les fonds, donc la partie qu'ils gardent en cash. En marché baissier, les gérants actifs surperforment naturellement leurs indices, grâce à cette part de cash qu'ils gardent en permanence dans le fonds et qui est nécessaire à assurer la liquidité. Et à l'inverse, ça pèse sur les performances à la hausse. C'est un phénomène qui est accentué parce que les nouvelles souscriptions sont plus nombreuses dans les marchés haussiers. Donc les investisseurs affluent, ils amènent du cash dans le fonds, mais le temps que le gérant investisse cet argent, le fonds qui aura une partie plus importante en cash ne pourra pas profiter totalement de la hausse. Donc si le marché grimpe de 10%, un fonds qui garde en permanence 10% en cash ne performera que de 9% à cause des liquidités qu'il a en portefeuille. Donc vous l'avez compris, pour diverses raisons, et notamment les frais, les ETF auront en moyenne des performances plus élevées que les fonds classiques. Et en plus, ça vous enlève le stress d'avoir à choisir un gérant particulier, de ne pas vous tromper pour ne pas avoir un gérant qui va performer moins que la moyenne des fonds. Autre intérêt très important des ETF, surtout pour les investisseurs français, donc là je précise parce qu'il y a pas mal de Suisses qui suivent ce podcast, la plupart sont éligibles au PEA. Donc je le rappelle, le PEA, le plan d'épargne en actions, c'est une enveloppe fiscale qui est destinée aux actions européennes. Mais grâce aux ETF synthétiques, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un ETF synthétique, mais vous allez pouvoir mettre des ETF d'actions américaines par exemple
dans le PEA. Donc vous allez pouvoir avoir des ETF qui sont investis dans le S&P 500, l'indice principal américain, ou même sur le Russell, donc c'est sur les small and mid cap américaines, et qui peut être intégré dans le PEA. Et là, je vous parle pas du tout c'est totalement légal, hein. Ce sont des fonds qui sont éligibles au PEA. Si vous voulez investir dans les ETF, ce que je vous conseille, c'est de rester sur les émetteurs les plus réputés et ceux qui sont dans le marché depuis plus longtemps, comme Vanguard, Amundi ou Lyxor. Vous pouvez aller sur le site de Morningstar, par exemple, où il y a plein de sites qui proposent, via des filtres, de trouver les ETF les plus intéressants. Mais le plus gros avantage des ETF, c'est que la clé, c'est déjà de savoir dans quel indice vous voulez investir, quel indice vous voulez traquer. Est-ce que c'est les actions américaines, japonaises ou bien les petites entreprises françaises ? Parce qu'ensuite, surtout si vous restez sur ces gros émetteurs, vous avez peu de chances de vous tromper. Car tous les ETF qui suivent le même indice auront des performances extrêmement proches, contrairement à des gérants de gestion active. Donc voilà globalement les ETF pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va rester dans le monde des ETF, mais cette fois-ci, on va moins parler du produit lui-même que l'impact qu'il a sur le marché. Parce que ces milliards qui sont investis dans des ETF depuis des années ont un gros impact à la fois sur la gestion des entreprises, parce que ça veut dire que maintenant les actionnaires sont des actionnaires entre guillemets automatiques qui ne prennent plus de décisions sur comment gérer l'entreprise particulière, donc ils font plus un rôle d'actionnaire actif. Ça a aussi un énorme impact sur le choix des entreprises dans lesquelles on investit. Il n'y a plus personne qui réfléchit à différencier les entreprises, quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, et tout ça, va avoir un impact en cas de crack, parce que forcément, il n'y aura aucune dissociation à nouveau entre les bonnes et les mauvaises entreprises, et quand vous allez vendre la totalité du marché et non plus les entreprises que vous considérez ou que le gérant considère comme mauvaises. Voilà, on va détailler un petit peu ça dans le prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, parce que là je vais reprendre le podcast et j'ai plein d'idées en tête, mais s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on discute, c'est avec plaisir que je prendrai vos suggestions. Voilà, super, merci beaucoup et à bientôt.